l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Cette vidéo va différer de mes autres contenus parce que cette fois-ci, les crimes sont variés et de différents niveaux, sans que l'un d'entre eux ne se détache. Bien que trop nombreux, n'en prendre qu'un seul ne serait pas très juste. Je vois tout de suite les réflexions venir. Oui, la France est coupable de crimes de guerre. Mais pas que. Pour moi, ce conflit est spécial à bien des égards. La guerre d'Algérie est à vrai dire d'une grande hypocrisie. Car en termes de crimes, tout le monde est coupable. Je dis bien tout le monde. Mais ça, on ne vous le dira jamais. Je fais cette vidéo pour un ami qui me l'a demandé. Vu que je n'ai pas plusieurs heures pour débattre, je m'excuse d'avance si je n'entame pas tous les chapitres de ce conflit, faisant en sorte néanmoins d'en aborder les grandes lignes, le plus simplement possible pour les plus jeunes. Le terme employé à l'époque par la France était « événement d'Algérie », bien que l'expression « guerre d'Algérie » eut cours dans le langage courant, mais ne sera officialisée qu'en 1999. Mieux vaut tard. L'expression « opération de maintien de l'ordre » en Algérie a également été utilisée. À vrai dire, la guerre d'Algérie est un véritable panier de crabes. Beaucoup d'entre nous ont tendance à simplifier le conflit entre deux protagonistes. Nous avons tous en tête une guerre conventionnelle, mais ce n'est pas le cas avec celle-ci. Une multitude de protagonistes ont été des acteurs majeurs dans le conflit, et beaucoup mourront tout au cours de celle-ci. Dans l'Antiquité, le territoire algérien connaît la formation des royaumes numides, avant de passer sous la domination partielle des Romains, des Vandales, des Byzantins et des principautés berbères indépendantes. Le 7e siècle marque le début de l'islamisation, puis de l'arabisation partielle de la population. Le Maghreb central connaît alors plusieurs dynasties locales: Rostémides, Fatimides, Zirides, Hamadides, Zianides et des périodes d'intégration dans des groupements impériaux plus larges. L'Algérie contemporaine commence à se constituer territorialement au début de la régence d'Alger, soit au XVIe siècle. À partir de 1830, prenant prétexte de la détérioration de ses relations avec le Dey d'Alger, le gouvernement de Charles X, désireux de consolider l'autorité royale et l'image de la France à l'étranger, entreprend la conquête, violente, méthodique et poursuivie de l'ensemble du territoire algérien jusqu'à aboutir sous la Deuxième République, en 1848, à l'aide notamment de la pacification du général Bugeaud, qui, comme beaucoup de militaires de l'époque, occidentaux ou non, n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Il signera lors de son passage l'un des épisodes les plus sanglants du pays que les historiens appelleront les enfumades. Technique consistant à asphyxier des personnes réfugiées ou enfermées dans une grotte, en allumant devant l'entrée des feux, qui bien sûr consumaient l'oxygène disponible et remplissaient les cavités de fumée. Grâce à cette méthode, des populations entières étaient ainsi annihilées, dont des femmes et des enfants, soit des milliers de victimes, jamais chiffrées jusqu'à maintenant. À Paris, on s'indignera lorsqu'on apprendra les enfumades des grottes du Dara. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles seront abandonnées. C'est un pays constitué de divers groupes tribaux qui, pour beaucoup, ont leurs propres traditions et leurs propres relations avec les Français. L'Algérie n'est qu'à quelques jours de bateau de la France. Cette situation géographique va alors entraîner un mouvement de population qui viendra cultiver ainsi qu'enrichir les terres et par là même développer l'agriculture, territoire comprenant des richesses minières, gazières et agricoles. L'Algérie va subir une profonde mutation durant près de 100 ans. Sa situation géographique va favoriser son développement urbain. Le traitement fait à sa population est la même que celle faite vis-à-vis des autres peuples coloniaux. Bien que bénéficiant du développement de ces infrastructures, ses droits, eux, restent assez limités. Bien entendu pour éviter toute demande d'indépendance dans un premier temps. Bien que les premières années de conquête ont été mouvementées du fait de divers soulèvements tribaux, gérés rapidement et sévèrement de la part des Français, des affrontements qui feront la gloire de la fameuse Légion étrangère. Mais il y a eu, durant près de 60 ans, malgré cela, une certaine stabilité au sein du pays.
jusque dans les années 20 et 30 avec l'aide du nouveau venu et puissant Union soviétique, qui favorisera les divers mouvements d'indépendance des colonies, notamment algériennes. Mais celle-ci reste encore mineure à ce stade et n'explosera qu'à la fin des années 30. Malgré cela, les relations sociales entre les Algériens et les Français peuvent être considérées comme cordiales, voire fraternelles. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, les choses vont plutôt bien, notamment au niveau religieux. Sur le sujet des droits des Algériens, le premier président du gouvernement provisoire de la République algérienne et ancien chef nationaliste algérien écrira « Quand un Algérien se disait arabe, les juristes français lui répondaient « Non, tu es français ». Quand il réclamait les droits des Français, les mêmes juristes lui répondaient « Non, tu es arabe ». Ça résume bien l'état de fait et la situation des Algériens à l'époque. La France emploie un mécanisme contre la population qui fait des indigènes des justiciables spécifiques, différents des autres. Pour les actes tout à fait licites en temps ordinaire, ils deviennent répréhensibles si leur auteur est un arabe, autre nom de l'indigène musulman. 27 effractions spéciales sont mises en évidence de cet état de fait, comme les punitions faites si un retard de 8 jours pour déclarer une naissance ou un décès est commis, pour les réunions sans autorisation, les départs du territoire ou de la commune sans un permis de voyage, les actes irrespectueux envers les agents même en dehors de leur état de service, etc., etc. Découlant de ces infractions, des sanctions sont aussi prévues allant du séquestre à l'internement administratif, de l'amende individuelle et même du travail forcé. Les indigènes ne peuvent pas faire appel de ces décisions. La moyenne des punitions entre 1898 et 1910 est de 20 000 punitions par an, dont 600 000 jours de travail forcé. Mais après la Première Guerre mondiale, où les colonies maghrébines seront vitales pour la France, celle-ci se rendra compte de la dette de sang qu'elle leur doit. Et ce n'est qu'après cet événement que la France cessera de traiter l'Algérien comme un paria. Et les premières réformes favorables au droit de vote seront proposées. Malgré cela, après 1936, les travailleurs algériens et autres, notamment, au point de vue des colonies, ne bénéficieront, eux, jamais des congés payés. À la fin des années 30, un rapport est envoyé à la capitale. Celui-ci fait état d'une situation satisfaisante pour l'Algérie, mais moins bonne pour l'État français. À vrai dire, à partir du moment où l'Algérie était sous-développée et ne demandait qu'un subventionnement plutôt faible, celle-ci servait ses objectifs en tant que colonie, en apportant plus à la France, en termes de richesse commerciale et autres, que ce qui lui était demandé au final. Mais la situation va s'inverser. Un problème notable survient. L'Algérie s'est tellement développée qu'elle devient, en gros, trop chère pour la France. À quoi sert une colonie si celle-ci fait perdre plus d'argent qu'elle n'en rapporte ? Alors, dans un secret plus ou moins notable, l'État français commence à envisager l'indépendance de l'Algérie. Elle contacte les quelques réseaux existants, indépendantistes, et leur propose un éventuel plan de décolonisation. Les deux parties s'entendent lorsque vint un autre problème inattendu, la Seconde Guerre mondiale. La France va sortir du conflit totalement à genoux et quasiment ruinée, l'État français ayant demandé de manière officieuse aux Algériens de les aider durant le conflit, avec pour quelques résultats possibles une décolonisation rapide. Mais malheureusement, cette promesse ne sera pas tenue, au vu du trop mauvais état économique du pays, qui ne pouvait pas se passer de cette main-d'œuvre pas chère pour reconstruire le pays. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la population algérienne est divisée en deux catégories distinctes, soumises à des statuts juridiques inégaux. D'une part, nous avons 1 million d'Européens, citoyens français de statut civil de droit commun, surnommés plus tard les Pieds Noirs, qui étaient installés en Algérie souvent depuis plusieurs générations et auxquels étaient associés les Juifs autochtones, et d'autre part, près de 9 millions d'Algériens, sujets français mais avec un statut personnel de droit local, appelés musulmans ou indigènes.
Cependant, si les citoyens français jouissaient exactement des mêmes droits et devoirs que leurs compatriotes métropolitains, les sujets algériens qui étaient soumis aux mêmes devoirs, notamment mobilisables par le contingent, ils étaient privés d'une partie de leurs droits civiques et n'avaient donc pas le même poids lors des élections locales. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall prévoit une aide économique à la France et à l'Algérie, ce qui va permettre à la France de se relever assez rapidement. La principale cause du déclenchement de cette guerre réside dans le blocage de toutes les réformes pour améliorer le statut de l'Algérien lambda. Bien que des dizaines de milliers d'habitants de l'Algérie française, estimés à 68 000 combattants, ont participé et ont combattu durant la libération de la France, plusieurs intellectuels revendiquent l'égalité de leurs droits. Les habitants musulmans de l'Algérie française, considérés à l'époque comme des citoyens de second ordre, alors même que les statuts d'indigènes a été abrogé en théorie en 1945. L'Algérie a en son sein une administration et des élus farouchement opposés à donner plus de liberté aux Algériens, et voit même ça comme une menace. Alors elle s'organise. C'est cette ingérence dans les directives de l'État français qui cherche à améliorer les choses qui va aggraver la situation. Au début du XXe siècle, plusieurs dirigeants algériens exigent de la France le droit à l'égalité ou à l'indépendance pure et simple. Naîtra par la suite le Parti de la Réforme ou le Mouvement pour l'égalité, l'Association des oulémas musulmans algériens, l'Association de l'Étoile nord-africaine, le Parti du peuple algérien, les Amis du Manifeste des libertés, le Parti communiste algérien, etc., etc. Bref, les divergences en ce qui concerne l'avenir du pays ainsi que les moyens pour y parvenir sont plus que divergents et entraîneront par la suite un tout autre conflit. Le 8 mai 1945 ont lieu des manifestations d'Algériens dans plusieurs villes de l'Est du pays, telles Sétif ou Constantinois, qui devaient permettre de rappeler leurs revendications nationalistes de manière concomitante avec la liesse de la victoire. À Sétif, après des coups de feu, une balle perdue tue une petite fille européenne. Puis c'est un policier qui tue un jeune scout ayant brandi le drapeau algérien. La manifestation tourne alors à l'émeute, et la colère des manifestants se retourne contre les pieds noirs. 27 Européens et Juifs sont assassinés. 103 trouveront la mort dans les jours suivants, ainsi que 700 Algériens. La répression de l'armée française est brutale. D'ailleurs, quelques images de cet événement ont été archivées et ont été diffusées par la télévision algérienne en 2005. Les chiffres diffèrent énormément. Certains parlent de 6 000 à 8 000 morts et d'autres de 20 à 30 000. Dur à dire. Du fait de la radicalisation qu'ils ont engendrée dans les milieux nationalistes algériens, certains historiens considèrent ces massacres comme le véritable début de la guerre d'Algérie. C'est aussi un moment crucial où la vieille génération militantiste et dirigeante va se faire remplacer par la nouvelle, plus jeune, plus ambitieuses et plus violentes, qui ont pour beaucoup combattu durant la guerre et qui s'avéreront beaucoup plus radicaux vis-à-vis de la marche à suivre contre la France. Le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, fondé en mars 1954, organise la lutte armée. Puis c'est le Parti du Mouvement National Algérien, ou MNA, qui est fondé en juillet 1954 par les messalistes. Par la suite, le Front de Libération Nationale, ou FLN, est fondé en octobre 1954. Le Front de Libération Nationale, ou FLN, et le Mouvement National Algérien, MNA, vont rivaliser non seulement pour prendre le contrôle de la révolution, mais surtout pour la représentation du futur État. Des changements vont être entrepris pour améliorer le statut de l'Algérien. Et le plan Marshall, aussi accordé à l'Algérie, aidera à scolariser presque 500 000 enfants durant cette période. Dans une modeste villa du clos Salambier, un quartier musulman d'Alger, 22 Algériens appelés les 5 du début, Mustapha Ben Boulaïd, Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Mhidi, Mourad Didouf et Rabat Bitat, se prononcent pour la révolution illimitée jusqu'à l'indépendance totale. C'est de ce jour-là que date véritablement la guerre d'Algérie. Fin octobre, ces 5 responsables décident de créer l'ALN,
ou l'Armée de libération nationale. Le 15 octobre 1954, les revendications de l'organisation comportent la reconnaissance de la nationalité algérienne, l'ouverture à des négociations, la libération des détenus politiques. Les Français demeurant en Algérie pourront choisir leur nationalité, Français et Algériens obtenant des droits égaux. La déclaration du 1er novembre 1954 est émise par radio depuis Tunis. Durant la nuit, la caserne de la ville de Batna est attaquée par les Moudjahidines. Cette nuit sera appelée par les historiens français la Toussaint Rouge. Plus de 30 attentats ont lieu durant cette même nuit. Le général Cherrière donne l'ordre de faire le ratissage des Aurès. Il croit gagner, mais va subir une défaite importante contre les indépendantistes. À la suite de cela viendra les massacres du Constantinois, des 20 et 21 août 1955, notamment à Philippeville, ou Skikda aujourd'hui, entrepris par l'ALN vis-à-vis de civils innocents. C'est à ce moment-là que l'échelle de la violence va démarrer. Bien sûr, vous allez me demander, l'échelle de la violence, qu'est-ce que c'est ? Imaginez une partie de ping-pong. Et imaginez que chaque coup que vous portez est une action violente portée à la partie adverse. La balle de service est le premier pas vers ce cercle vicieux. Plus la partie avance, plus les coups vont devenir forts et violents. Forts et encore plus violents. Le but étant de porter un coup assez puissant à son adversaire pour remporter la partie. La guerre d'Algérie, c'est à peu près ça. Le FLN et l'armée française vont jouer à qui sera le plus cruel dans cette guerre. À tout cela se rajoutent les manigances de l'OAS, ou Organisation de l'armée secrète. Une organisation terroriste clandestine, française, proche de l'extrême droite, créée le 11 février 1961, pour la défense de la présence française en Algérie, par tous les moyens, y compris le terrorisme à grande échelle, avec en son centre la population multiethnique qui compose l'Algérie. Quand je vous ai dit que c'était compliqué, après le congrès de Soummam, le FLN intègre les dirigeants du mouvement national algérien, le MNA. Le MNA avait plus de soutien parmi les Algériens vivant en France métropolitaine, car considéré comme plus modéré sur la manière dont la lutte devait se dérouler. Elle exerçait notamment une influence considérable sur les syndicats algériens dans le pays. En faisant cela, elle pensait pouvoir influer sur la politique du FLN. Grâce à ce regroupement, plusieurs partis algériens adhèrent à la cause du FLN. C'est alors qu'une guerre éclate entre les chefs kabyles, qui sont divisés sur la question, mais aussi entre les chefs chaouis. À partir de là, les diverses communautés, autrefois unies, vont commencer à se diviser profondément. À côté de cela, le Maroc et la Tunisie soutiennent leurs voisins, qui combattent pour eux d'une certaine manière. L'armement provenant essentiellement d'Égypte. Ils hébergeront officieusement l'ALN aux frontières ainsi que plusieurs chefs du FLN, comme Ferhat Abbas. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les deux parties entrent dans la radicalisation et se montreront sans pitié l'une pour l'autre, utilisant tous les moyens, même les plus méprisants. La torture, moyen connu à l'époque, est utilisée par les deux parties durant le conflit, employé notamment sur les harkis par le FLN et l'ALN, sur les indigènes et des pieds noirs, mais aussi au sein de leurs propres membres, notamment lors de la Bleuite, nom d'une opération restée longtemps méconnue du grand public tant algérien que français. Elle consistait à adresser des listes de prétendus collaborateurs algériens de l'armée française et à les faire parvenir jusqu'au chef de l'armée de libération nationale, l'ALN, le bras armé du FLN, pour y susciter des purges internes.
En gros, ce procédé a engrangé tellement de paranoïa au sein de l'ALN qu'elle s'est entretuée durant un certain temps. On pourra citer le célèbre capitaine Hassen Mayhouz, surnommé Hassen la torture, qui développe un processus infernal mêlant arrestation, torture, aveu forcé, dénonciation, liquidation, nouvelle arrestation et ainsi de suite. L'homme était connu pour son sadisme au sein de l'ALN et sa préférence va vers la torture de l'hélicoptère. La victime est suspendue à une corde, pieds et poings liés dans le dos, son ventre nu, offert à un brasero où il faisait monter le supplicié et descendre au gré de son humeur et de l'interrogatoire. Plus globalement, la torture policière existait déjà largement en Afrique du Nord avant l'insurrection de 1954. Elle avait été systématiquement utilisée lors de la colonisation du pays, notamment lors de la campagne du général Bugeaud. Beaucoup d'officiers du contingent français revenaient d'Indochine, où la plupart éprouvaient un ressentiment très fort et un lourd désir de vengeance vis-à-vis de leur nouvel ennemi, qui leur rappelait l'ancien. Tout cela mêlé de conscrits de la métropole, influençables et sans expérience militaire. La génération qui succéda à celle de 1945. Beaucoup subiront l'influence des plus anciens et obéiront aux ordres de torture qu'on leur donnera, créant dans beaucoup de cas des soldats sadiques, pervers et cruels. Toutefois, le passage à la guerre totale et à la systématisation de la torture précède l'année de 1957 et correspondrait en fait à l'arrivée à la tête de l'état-major d'Alger du général Raoul Salan. Dès 1949, le gouverneur, général Negelen, rédigera une circulaire interdisant l'usage de la torture et des sévices par les services de police. Mais il ne parviendra jamais à se faire obéir. Utilisée en Indochine, la torture devient progressivement une arme de guerre à part entière, théorisée et légitimée dans le cadre d'une doctrine de la guerre contre-révolutionnaire, en particulier par le colonel Trinquier, le capitaine Paul-Alain Léger, le colonel Marcel Bijard et le général Jacques Massu, en tant que moyen de poursuivre une guerre asymétrique, où l'adversaire se dérobe aux catégories classiques du droit de la guerre, comme tel que le combattant ou le civil. Celui-ci est assimilé à un terroriste, un cas encore plus grave que celui du franc-tireur ou du guérillero. Cet adversaire-là ne prend aucun risque et est donc exclu de la protection des lois de la guerre. Paul Ossarès est transféré à Philippeville, en Algérie, dans le 41e demi-brigade comme officier de renseignement. Il réorganise son unité de renseignement qui avait été dissoute après la guerre et qui se révélait à nouveau nécessaire à l'armée française pour réduire l'insurrection des combattants algériens. Le 20 août 1955, le Front de Libération Nationale, le FLN, met en place une attaque contre Philippeville. Ossarès a dit avoir eu cette information bien avant l'attaque et avoir ainsi été capable d'empêcher beaucoup de pertes humaines. Inversement, il lui est reproché d'avoir laissé les massacres se réaliser en dehors de la ville. Il est une caricature du militaire français rigide des années 60. Pour avoir rejoint la France libre du général de Gaulle, il est considéré comme un excellent élément, et du fait de son passé, il jouit d'une impunité nationale. L'homme utilise tous les moyens à sa disposition pour mener une lutte de contre-insurrection. La torture étant l'un de ses moyens. Il torturera, lui et ses hommes, un nombre très important de suspects. Il sera transféré sous les ordres du général Jacques Massu qui apprécie ses méthodes et le protège. Ossarès affirme que le gouvernement Guy Mollet, sous la présidence de René Coty, a insisté pour que l'armée française en Algérie liquide le FLN aussi vite que possible. Dans le cas de Larbi Ben Mhidi, c'est Ossarès qui l'a pendu, mais aussi a vérifié qu'il était mort, avant de faire porter le cadavre à l'hôpital. Il a ensuite ordonné à l'un de ses lieutenants de le jeter dans le vide du haut du 6e étage. Car pour lui, il ne fallait surtout pas, explique-t-il, que ce combattant nationaliste soit jugé par un tribunal,
ce qui aurait entraîné des répercussions internationales et aurait mis en difficulté l'armée française dans ses actions ainsi que dans ses méthodes. Contrairement à Bijard, il ne respecte pas ses adversaires, les qualifie au passage et suivant les cas de petits truands, de trafiquants ou même de proxénètes. Il se montre un peu moins insultant à l'égard des Européens, membres du Parti communiste algérien, affirmant avoir été naturellement prévenu de l'arrestation de Maurice Audin, puis celle d'Henri Alleg, qu'il a croisé au moment de son arrestation. Il dit aussi avoir livré ces deux hommes au lieutenant Charbonnier, celui qu'on surnommait le docteur, pour sa fascination du scalpel, afin qu'il les interroge. Dans son livre paru dans le courant des années 2010, si ma mémoire est bonne, Aussaresses parle de Pierre-André Botan, l'ancien liquidateur de la bataille d'Alger, chef de l'escadron de la mort, expression qu'il reprend à son compte. Il réaffirme ne rien savoir des circonstances de la disparition d'Audin, ce qui, à l'évidence, ne tient pas. D'autant moins que le général donne beaucoup à voir et à comprendre sur sa tâche de coordinateur dans le sale boulot. Entre autres, à la villa des Tourelles, où il était rare que les prisonniers interrogés la nuit se trouvent encore vivants au petit matin, et du fait de son statut d'éminence grise vis-à-vis du général Massu, le super-préfet d'Alger, comme on le surnommait, montrait par le détail comment il arrivait à court-circuiter les fonctionnements normaux des institutions démocratiques, ainsi vis-à-vis des juges, des avocats et procureurs, au niveau parlementaire, pour se couvrir de tous les assassinats qu'il arrivait à commettre. Il est responsable, probablement, d'environ 3024 exécutions sommaires. Les ordres, précise-t-il, toujours venaient d'en haut. Lacoste, ministre résident, était quotidiennement informé des détails. Aussaresses affirmera que les liquidations de personnalités furent réclamées par Massu, qui correspondait régulièrement avec l'état-major du garde des Sceaux, François Mitterrand. Dans ses rapports quotidiens, lorsqu'il parlait d'exécution, en langage codé, ils appelaient ça des évasions manquées. Aussaresses sera mis plus tard en contact avec la CIA, qui synthétisera ses actions lors de la bataille d'Alger pour l'utiliser dans son tout nouveau conflit au Vietnam. L'insurrection s'étend au sein des différentes couches de la population, faisant émerger les rivalités sociales et ethniques, tout en participant à fragiliser l'État. Le conflit est porté jusqu'à l'ONU. Plusieurs grèves et manifestations sont organisées dans les villes, organisées par le FLN. Les contingents français ne cessent d'arriver sur le territoire. Ces jeunes soldats, sous influence ou pas, de leurs officiers supérieurs, vont se livrer à l'acte le plus grave causé sur les populations algériennes, et qui sont encore aujourd'hui considérés comme l'outrage de trop. Je veux parler des viols généralisés sur les femmes, durant les diverses patrouilles entreprises par les sections françaises sur les territoires isolés. Dans cet état principalement musulman, aucun chiffre précis n'indique le nombre exact de femmes ayant subi ces exactions, mais devrait s'élever à plusieurs milliers de cas, sans qu'on ait de chiffres précis. On pourra aussi citer la fameuse Maison Blanche, nom donné à cette base aérienne fortifiée française qui servait de lieu de torture, où l'on écrasait les doigts, les mains à coups de burin, où l'on fouettait, on écorchait, on brûlait au chalumeau, et bien sûr lieu de viol des femmes raflées, considérées comme terroristes. De célèbres militaires français feront leurs armes à la Maison Blanche et n'ont pas caché leur plaisir d'y être passés. À ce stade, la violence du conflit est à son apogée. C'est alors qu'un épisode assez étrange va se produire. Dans une rivalité entre le FLN et le MNA, un village du nom de Melouza va subir l'appétit insatiable du FLN à rester maître du conflit et des tensions montent entre les diverses sections indépendantistes, dont sa rivale directe, le MNA. Moins radical, les troupes du MNA, commandées par le général Mohamed Bellouni, bénéficient de la neutralité, voire d'un soutien discret de l'armée française qui trouve là un moyen de contrer le FLN, beaucoup plus radical. Le chef de la Wilaya 3, le colonel Saïd Mohamedi, décide de reprendre, au matin du 28 mai 1957, la situation en main et de faire un exemple en employant les grands moyens. Il ordonne au capitaine Mohank Oudak, alias Arabe,
un ancien chauffeur de taxi parisien d'une cinquantaine d'années devenu maquisard, commandant de la zone sud de la wilaya, d'exterminer cette vermine. Celui-ci est assisté du lieutenant Abdelkader El-Bareki, 6 Kadibas de l'armée de libération nationale, branche armée du FLN, convergent alors sur Melouza et encerclent le douar. Elle regroupe au total 350 hommes bien armés. Les maquisards de Mohamed Bellouni, présents sur les lieux, tentent de les stopper, mais devant le nombre, décident de s'échapper pour aller chercher des renforts. Dans la matinée, les hommes de l'aspirant Bariki, étant maîtres des lieux, incendient plusieurs maisons, font sortir des gourbis tous les hommes et les garçons du village âgés de plus de 15 ans et les rassemblent sur la place. Abattant ceux qui ne peuvent pas suivre, au milieu des gémissements des femmes et des enfants, c'est à 14h dans les ruelles de cette petite mechta, aux maisons basses faites de pierres entassées, que commence le massacre. Au fusil, au couteau, à coups de pioche, les hommes de Sanoun taillent en pièces leurs prisonniers. Ceux qui tentent de s'échapper sont abattus d'une rafale de mitraillettes. En une demi-heure, tout est fini. Les ordres de Saïd Mohammedi ont été exécutés. Tel est désormais le sort réservé par le FLN à ceux qui seraient tentés de rejoindre les rangs du général Bellouni ou même de l'armée française. Dans les maisons et les ruelles transformées en abattoirs, l'armée française, à son arrivée sur les lieux 2 jours plus tard, dénombrait 315 innocents littéralement massacrés. Mais Melouza ne sera pas le seul village martyr durant cette guerre. Dans leur lutte contre la guérilla, les autorités militaires décident de vider, voire d'évacuer de nombreux villages. Souvent détruits pour ne pas pouvoir être utilisés par le FLN, le déplacement de la population est en général forcé, même s'il est parfois arrivé que la population elle-même d'un village demande la protection de l'armée française pour échapper aux zones de conflit ou à la pression du FLN. L'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle en 1958 comprend tout de suite la problématique algérienne. Et il ne sait pas comment sortir de ce guêpier sans que tout le monde y laisse des plumes. Voulant tenter de calmer les deux parties, et surtout pour gagner du temps, il promulgue des ordonnances qui fusionnent finalement les populations en une seule catégorie de Français à part entière. Elle octroie enfin à la population algérienne une représentation politique plus équitable, proportionnelle à son importance dans chaque département algérien. Malgré la décision du référendum sur l'autodétermination de l'Algérie par le général de Gaulle, des militaires français se rebellent contre l'autorité du général, notamment lors du putsch des généraux, et très vite stoppés. L'OAS sera responsable d'au moins 2200 morts en Algérie et de 71 morts et 394 blessés en France. Avant le référendum et comprenant que les jeux étaient faits, des éléments de l'armée française restent en Algérie pour aider à l'évacuation de Harki, mais surtout vis-à-vis des centaines de milliers de pieds noirs qui ont tous peur pour leur vie. Dans l'autre sens, 1 million de réfugiés algériens reviennent en Algérie. Les Algériens partent des quartiers périphériques ou des régions rurales pour rejoindre les centres-villes en remplacement des Européens qui fuient. Dans une ironie des plus totales, on apprendra que durant le conflit, l'armée française a à une large échelle utilisé entre 1956 et 1961 un gaz toxique, le CN2D. Le CN2D n'est pas mortel en règle générale, mais peut le devenir dans un lieu fermé. Ça vous rappelle quelque chose ? Or, il a servi dans le cadre de la guerre des grottes, contre des nationalistes algériens qui s'étaient réfugiés dans ces lieux souterrains. Cette utilisation des gaz rappelle donc les enfumades du général Bougot. À la fin du conflit, on dénombrait en Algérie 263 000 musulmans engagés du côté français, aussi bien militaires que supplétifs, harkis, notables et autres. L'armée française recruta également environ 3000 anciens éléments du FLN et de l'ALN, dont certains formèrent le célèbre commando Georges, du lieutenant Georges Griot. La plupart d'entre eux furent victimes de représailles à partir de 1962. On comptait ainsi 4 fois plus de combattants musulmans dans les camps français que dans celui du FLN. Le nombre d'Algériens engagés dans l'un et l'autre camp serait du même ordre de grandeur.
Ce qui fait de ce combat un combat fratricide d'une certaine manière. Cette guerre s'achève à la fois sur la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 avec l'allocution télévisée du général de Gaulle. Le 25 septembre 1962 voit la naissance de la République algérienne démocratique et populaire. Bien que cette victoire tant attendue soit fêtée, de vieux ressentiments émergeront et bientôt une vengeance qui ne dit pas son nom entraînera dans le désespoir le plus total et dans l'exode une grande partie des pieds noirs et populations en Algérie. Et qu'on entassera dans un type de logement qui n'avait pas pour but de subsister au-delà des années 60, le HLM. Mais plus grave encore sera l'abandon déshonorante des bataillons de harkis sur place, qui finiront massacrés par les troupes du FLN. Eux ainsi que leurs familles. Les deux belligérants se sont rendus coupables de crimes de guerre, tous à des niveaux différents. Et au vu de ce que la France avait subi 20 ans plus tôt, ces actions criminelles sont difficilement pardonnables pour l'époque. Ça ne fait aucun doute. Sachant que beaucoup de membres du FLN avaient été eux-mêmes formés par les Français. La constitution algérienne définit aujourd'hui l'islam, l'arabité et l'amazigité comme composante fondamentale de l'identité du peuple algérien et le pays comme terre d'islam, partie intégrante du Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain. Depuis 2011, l'Algérie est selon l'ONU le pays le plus développé d'Afrique continentale. Mais comme pour d'autres conflits, il est essentiel de savoir pardonner à son ennemi d'hier pour avancer. La France a pendant longtemps ostracisé ses réfugiés d'Algérie et a par cela créé une génération d'hommes et de femmes perdus et bien trop longtemps négligés, qui dans une ironie du karma, le font payer aujourd'hui. L'abandon et l'humiliation qu'ont subi leurs parents avant eux et qui malgré cela continua, n'est pas pour autant une excuse à la violence. Je regrette seulement qu'on n'ait pas su juste leur expliquer, il y a disons 20 ans, qu'ils étaient compris et écoutés. Pour ce qui est de l'Algérie aujourd'hui, bon nombre des héritiers des membres fondateurs du FLN font encore partie du paysage politique algérien, voire un peu trop, mais font oublier cet état de fait par leurs discours souvent ambigus qu'ils diffusent de diverses manières et qui continuent d'attribuer à la France tous les maux du pays. Le chômage, la violence, le manque d'investissement dans la jeunesse, le prix du pain ou même dans la météo. Tout cela pour faire oublier une certaine vérité. Il est regrettable que bon nombre de Français d'origine algérienne continuent à trouver dans les excuses délirantes de leurs actions souvent malveillantes, en déballant toujours et encore la guerre d'Algérie. À vrai dire, ça m'horripile. Et ça ne fait pas honneur aux victimes et aux combattants de ce pays qui se sont battus avant tout pour leur liberté et pour bien plus encore. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons un jour nous rappeler que nous nous sommes aimés comme des frères le temps d'un bref moment. Voilà, je dédie cette vidéo à Aziz, mon ami, et j'espère ne plus jamais faire une vidéo aussi longue, car c'est vraiment éprouvant.